Messieurs, dames, bonjour, merci d'être venus pour cette occasion. Je vous présente Maître Alexandre Farreau, qui est notre avocat pour l'affaire dont nous allons débattre devant vous. Consécutivement à la requête qui vient d'être posée et à une requête qui serait hypothétiquement posée aussi de la part des vignerons que nous avons réussi à fédérer et à sensibiliser suffisamment pour qu'ils nous rejoignent face aux problèmes que nous avons pour le moment encore dans la vallée de Clairvaux. Voilà, nous sommes à votre disposition pour toute question que vous auriez à nous poser. Et bien évidemment, M. Farreau, lui, va être beaucoup plus facilement abordable que moi pour toutes les questions qui seraient d'ordre technique auxquelles je ne saurais répondre. Je vous laisse la parole, maître. Bon, voilà, juste quelques mots pour vous dire ce qui a été fait jusqu'à présent et pour que vous compreniez en fait pourquoi on a fait cette démarche. Donc en fait, je suis mandaté par deux associations. L'association Préservons la vallée de Clairvaux, donc, qui est l'association locale, dont certains d'entre vous font partie, et une association nationale qui s'appelle les Amis de la Terre. Donc, les deux associations qui ont attaqué l'arrêté du 11 octobre 2020, donc du préfet de l'Aube, qui autorise en fait la société Jean Poirier à avoir une centrale d'enrobé pas très loin d'ici, et donc qui est autorisée à faire 80 000 tonnes par an d'enrobé bitumineux. Je vais peut-être rentrer, non ou pas nécessairement, mais en tout cas vous dire quelles sont les grandes lignes du recours que nous avons fait. Alors, juste une précision. Pourquoi attaquer un arrêté préfectoral quand ce qui nous intéresse, c'est de nous attaquer à ce projet en particulier? Tout simplement parce que c'est le système français, si vous voulez. On est dans le cadre d'une police administrative et c'est l'administration qui exerce la tutelle et qui autorise les entreprises industrielles qui génèrent des nuisances à fonctionner. Et donc on est obligé, hein, c'est la règle du jeu, c'est comme ça pour toutes les installations importantes et toutes celles qui génèrent des nuisances à l'environnement, on est obligé d'attaquer le préfet. On n'attaque pas directement Jean Poirier, mais la décision d'autorisation que lui a accordée le préfet. Que lui a accordé le préfet à l'issue d'une enquête publique avec études d'impact, etc. Et donc, les moyens que nous mettons en avant, je ne vais pas les détailler, je vous les donne dans les grandes lignes, quoi. Mais disons qu'on a examiné le dossier et on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'insuffisances au niveau de l'étude d'impact, parce que c'est ça que les populations redoutent le plus pour des centrales de ce type-là, c'est l'impact environnemental et puis, disons-le bien, clairement, sanitaire de ce type d'installation. Et ce que nous avons relevé à l'étude du dossier d'enquête publique, c'est qu'il y avait un certain nombre d'insuffisances au niveau de l'étude d'impact qui, de notre point de vue, justifie que l'arrêté soit annulé. Alors, la première chose qui nous a un petit peu interpellés et qui nous a surpris concerne l'étude de la Rose des Vents. C'est-à-dire qu'on est dans une vallée, comme chacun sait, et on s'est posé la question de savoir comment allait impacter le vent sur cette activité. Le vent va évidemment charrier les fumées, mais pas simplement. C'est-à-dire le processus de création de bitume fait qu'il n'y a pas que la cheminée en fait, qui est émettrice. On chauffe en fait les granulats, etc. Et on les incorpore, si vous voulez, dans un four. Donc il y a plusieurs points de nuisance possibles. C'est-à-dire c'est l'incorporation, mais c'est également l'émission après quand on fait chauffer tout ça. Moi je suis sur, je ne dirais pas que j'ai une spécialité dans ce type d'installation, mais il se trouve que j'ai eu plusieurs dossiers de ce type-là. Et je peux vous assurer que quand il y a des nuisances, elles sont importantes. Il y a une nuisance olfactive évidente. Ça sent le bitume, ça pue, quoi, il faut le dire comme ça. Ça pue et ça gêne tout le monde, quoi. C'est une odeur âcre qui vous rentre vraiment dans les narines, très désagréable, etc. Donc, on s'attend, quand on fait les choses sérieusement, une étude d'impact, on se dit, voilà, on a fait une Rose des Vents qui tient la route et qui explique, en gros, voilà dans quel sens va souffler le vent la plupart du temps de l'année. Est-ce qu'on est dans des vents d'ouest, sud-ouest, etc. ou pas? Et là, c'est la première surprise, si vous voulez, c'est que dans l'étude d'impact, on a une Rose des Vents qui est très intéressante, il faut bien le dire, mais c'est une Rose des Vents de Troyes, Barbéry, Saint-Sulpice, quoi. Car la Rose des Vents, c'est le vent qui souffle à 65 km d'ici.
Et le vent qui souffle à 65 km d'ici n'est pas nécessairement le même que celui qui souffle ici. C'est-à-dire on n'a pas la même configuration topographique avec la vallée, etc., le lit d'une rivière au milieu. Enfin, tout ça a un impact, si vous voulez, dans la circulation du vent qui n'a pas été pris en compte. Bon, bref. Ensuite, on fait le reproche également à l'étude d'impact, ça c'est une obligation légale. Les exploitants ont l'obligation de s'assurer, ou en tout cas de montrer qu'ils ont fait une étude de site alternatif et ils doivent justifier pourquoi, en raison de l'impact environnemental et sanitaire, ils ont choisi celui-ci plutôt qu'un autre. Eh bien, dans le dossier, on n'a pas trouvé d'études de sites alternatifs, quoi. On les a cherchés, on ne les a pas trouvés. Donc ça, c'est un problème de non-conformité aussi évident qu'on a souligné. Donc on verra bien quelle est la réponse que nous donne le préfet, la société Jean Poirier, mais ça nous a interpellés. Troisième point de difficulté, je ne vais pas tous les détailler. On a fait un mémoire assez précis avec tout un tas de griefs, mais bon, voilà, ce sont des griefs qui apparaissent. Autre grief qui nous a un peu surpris, c'est le trafic routier escompté, si vous voulez. C'est le nombre de camions qui va rentrer et sortir avec du bitume. Alors là, l'exploitant a, de notre point de vue, très clairement minoré, si vous voulez, l'impact en termes de transport de son usine, quoi. Il évoque, je crois, 12 camions par jour. Et en fait, on fait une simple règle de 3, c'est-à-dire qu'on calcule ce que représente l'autorisation, c'est-à-dire 80 000 tonnes de bitume, et ça ne tient pas la route. C'est-à-dire, ça ne fait pas 12 camions par jour. Nous, on est plutôt, on a appliqué une règle de 3 très simple, et on est plutôt aux alentours de plus d'1 millier de camions par an. Oui, entre 40 et 60 camions jour. C'est ça. Aller-retour. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas fair play, parce qu'on ne peut pas demander une autorisation en disant, voilà, nuisance très très faible, etc. Quand on confronte ce que dit l'exploitant à la réalité, on se rend compte que ça ne colle pas du tout. Ce n'est pas le but de l'étude d'impact. L'étude d'impact, c'est de mesurer l'impact réel d'un projet. Ce n'est pas de rassurer les gens en leur disant, mais finalement, ça sera rien du tout, vous inquiétez pas. Que de la vapeur d'eau. Voilà, que de la vapeur d'eau. Ne vous tracassez pas, vous n'aurez que des rejets de vapeur d'eau. Et quand on envoie le résultat sur l'arrêté préfectoral où on a la liste des composants chimiques qui sont rejetés, on en fait tout simplement comme on l'a fait le calcul, et qu'on tombe à 253 kg jour de retombées physiques, on est bien loin de la vapeur d'eau. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est tout ça. Alors sans parler après de l'aspect sanitaire, vous en direz un mot, parce que effectivement, c'est pas anodin ce qui est rejeté et ce qui est traité là, et vous en parlerez sur l'impact sanitaire. Mais bon, si vous voulez, dans les griefs, je ne vais pas faire le détail, on en a à peu près une quinzaine de griefs, de motifs d'annulation de cet arrêté. Mais dans les griefs aussi qu'on voit, il y a un commissaire enquêteur qui a présidé l'étude d'impact, l'enquête publique, et si vous voulez, il a une vision un peu, ou beaucoup trop schématique, si vous voulez, de ce que les gens ont exprimé. C'est-à-dire que lui, il a considéré qu'il n'y avait que 9 personnes qui se sont opposées au projet, qui ont voté contre, alors qu'en réalité, il y en a beaucoup plus. 87. Il y en a 87. Mais pourquoi il a dit 9 ? Parce qu'il s'est contenté de rechercher le mot « contre ». C'est-à-dire que si vous n'aviez pas mis dans vos observations « je suis contre », non, évidemment, les avis sont beaucoup plus précis et nuancés. C'est-à-dire vous ne vous contentez pas de dire « je suis contre », vous dites « je suis contre pour telle et telle raison », mais lui, il s'est arrêté au « je suis contre ». Donc il a compté 9 personnes qui ont dit « je suis contre », et il a omis toutes les autres, les 74 ou 76 autres, qui ont dit « je suis contre pour telle et telle raison très précise et très circonstanciée ». Voilà, ou « je ne suis pas favorable », ça, il n'a pas compté. Je ne suis pas favorable, ça équivaut à « je suis pour ». Bon. Tout ça, c'est pas très... Et puis moi, je relèverais bien aussi la forme qu'il emploie pour justifier son opposition, puisqu'à terme, il dit qu'il est pour, enfin pas son opposition à notre souhait, il est pour l'engagement il amène le préfet à donner son aval à l'installation. Ce discours est simplement basé sur le retour qu'en fait le maître d'œuvre des établissements de Poirier, sans émettre par lui-même aucune opinion. Aucune.
c'est-à-dire en justifiant par des arguments qui lui seraient personnels, le fait que sa décision est pour l'autorisation. Les 87 personnes qui s'opposent ne sont pas suffisants, a priori, face aux réponses que M. Poirier fait au même commissaire enquêteur pour contrebalancer. Et il n'y a, par ailleurs, aucune conclusion de sa part qui lui soit personnelle, rien. Il ne fait que présenter des oppositions. Il n'a aucun doute dans la manière de présenter. Il dit simplement il y a 9 contre et il n'a aucun doute ne l'effleure quant à la légitimité des opposants qui disent je ne suis pas favorable ou bien j'ai des doutes. Bon. Et il n'exprime aucun doute. Il dit une chose, ben voilà. Et puis surtout, il endosse en fait les conclusions de la société Poirier, alors que ce qu'on attend de lui, et c'est ce que prévoit la loi, c'est qu'il émette un avis personnel sur le projet. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il émette un avis personnel, c'est pas qu'il dise bah écoutez, voilà, j'ai 2 camps et donc je choisis, c'est pas un match de foot, hein. C'est pas je choisis celui-là plutôt que celui-là, c'est vraiment un avis personnel. Il et donc là, il pas les objections. C'est ça. Et puis surtout, il n'émet pas d'avis personnel. Bon. Enfin, tout ça fait qu'on considère que l'autorisation qui a été donnée est irrégulière, et donc on a soumis ça à l'appréciation du tribunal administratif de Châlons en Champagne, qui doit statuer dans un délai de l'ordre d'1 an à peu près, hein, c'est le temps qu'ils mettent à juger une affaire de cette nature. Alors, avant que le tribunal statue, on aura les mémoires de réponse de la société Poirier et du préfet, auxquels naturellement on répondra, et je peux même dire que, sans rien violer, mais on a d'autres moyens qu'on va mettre en avant, hein. Nos moyens ne s'arrêtent pas à ceux qu'on a déjà développés, on aura des nouveaux moyens à mettre en avant. Il y a malheureusement beaucoup de raisons de critiquer cette autorisation telle qu'elle a été donnée. Voilà, donc le débat ne se termine pas là, on a 1 an de débat devant nous, à l'issue duquel le tribunal va se prononcer et dire si oui ou non ce projet est acceptable ou pas. Tout à fait. Tout à fait. Voilà ce qu'on pouvait dire. Est-ce que vous pensez à autre chose? Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose de... Bon, rien de majeur. Rien de majeur. L'impact après sur les vignes? Alors, il y a l'aspect viticole qui est important. Je me félicite et je suis très heureux et fier d'avoir été le lanceur d'alerte. Que nous ayons été, notre petite association lanceur d'alerte. Dans des conditions pas très faciles, manquant l'expérience, parce que mon Dieu, je n'avais jamais de ma vie supposé qu'un jour je me retrouve face à un dossier pareil et devoir le mener de but en but et digérer, ça c'est votre job, mais c'est pas le nôtre, digérer les 300, 400, 500 pages d'un dossier complexe qu'il a fallu comprendre, assimiler, mettre le temps de digérer pour arriver, malheureusement, après la date de ce 11 octobre, signature et aval du préfet, pour envisager de peut-être inclure, tout du moins sensibiliser les vignerons, peut-être de façon maladroite au début, et puis rattraper ensuite quand notre dossier, notre capacité à pouvoir prendre conscience de ce qu'était vraiment la réalité des choses, et d'un dossier qui soit concis, qui soit concret, qui soit scientifique, qui soit posé sur des bases solides, et puisse être proposé aux vignerons. Et à ce moment-là, on a eu un retour multiple de gens qui ont saisi que peut-être les vapeurs qui s'émaneraient de la centrale ne s'arrêteraient pas aux limites de l'AOC. L'AOC, c'est les bois de Clairvaux, entre Arconville et Clairvaux. Et malheureusement, assurément, l'ensemble de tout ce qui sera acheté par la centrale va bien aller au-delà, jusqu'à 20-30 km. Donc je me félicite, et je le dis, je suis, alors je vous ai dit fier, oui, fier d'avoir pris conscience de tout ça et d'avoir compris, et d'avoir pu analyser et sortir un dossier qui tienne la route. Mais heureux que les vignerons se fédèrent. Et compte tenu des contacts qui sont pris et que nous sommes en train de travailler, il ne s'agit pas de paroles, ce sont des actes, de vrais actes. Il nous sera très rapidement loisir de nous proposer à rencontrer nombreux d'entre eux, les grosses maisons rémoises ou d'Épernay,
qui sont propriétaires ici, et les propriétaires d'ici, bien sûr, de façon à ce qu'on aille plus loin. Nous sommes en train de continuer à travailler un dossier qui est déjà élaboré pas mal, mais sur lequel il manque encore beaucoup de choses, en y adjoignant de nouvelles études émanant de différents ingénieurs de l'INRA ou de différents organismes qui sont capables de pouvoir amener de la matière pour prouver qu'assurément les vignes sont sous le risque de la photosynthèse, l'atteinte à la photosynthèse et de la fonction chlorofyllienne. Ça, c'est une évidence. C'était refusé à Chablis et c'est une évidence. C'est posé comme étant entendu. Je sais que certains vignerons d'ici, Jean de Champignol d'ailleurs, se sont approchés de Madame de Salme, qui est l'ingénieur qui s'est occupé du dossier de Chablis, et ils sont maintenant complètement convaincus. Voilà. Donc nous avons fédéré les vignerons. Ça, pour ça, c'est une bonne chose. Et il n'y a pas que ça. Vous me permettez de continuer. Nous sommes en train de nous approcher du 11e parc des forêts remarquables de Champagne-Bourgogne, qui démarre à 10 km d'ici. Par l'intermédiaire de différentes personnalités du coin, on est en train d'approcher les responsables, qui devraient, à toute fin, selon ce qu'ils nous ont dit, se fédérer aussi, et sans doute s'approcher de nous, de façon à ce qu'on nous renforce nos rangs. Très dernièrement, j'ai entendu parler de la boîte à idées de Clairvaux, dans laquelle il y a là un gros projet à venir, qui va assurément amener à la vallée une optique totalement différente, et touristique, et commerciale, et économique. Clairvaux 2022 rendu non pas à la culture, mais au ministère des Finances. Au domaine. Au domaine, oui. Va offrir le champ, c'est 30 hectares, offrir le champ d'exploser et de passer des 30 000 visiteurs actuels à bien au-delà. Voilà, donc tous ces points importants sont des balances à l'activité de M. Poirier à venir et non compatibles avec celle-ci. Ça, c'est une évidence. Donc je pense que le temps que nous avons avant que vous nous meniez ce dossier au tribunal va nous permettre de renforcer tout cela et d'épaissir notre dossier et d'apprendre plus pour pouvoir être plus réactif le jour où il en sera nécessaire. Je pense qu'il faut dire un mot, c'est vous qui vous en chargez, puisque vous êtes médecin, sur l'impact sanitaire en fait, de ce type d'activité, quoi, et les matières qui sont rejetées par ce... Oui, parce qu'on parle des vignes, mais bon, ici je vois beaucoup de têtes, mais je vois pas beaucoup de vignerons. Donc vous pouvez peut-être ne pas vous sentir concerné, et c'est normal. Par contre, l'impact au niveau des populations de cette implantation est quand même un gros problème à venir. Je ne vais pas vous parler des nuisances qui vont toucher tout le monde et qui seront évidentes, à savoir les odeurs, le bruit, le trafic routier, les poussières. Je vais vous dire, c'est très gênant, mais ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, il est beaucoup plus profond, à savoir que cette centrale à bitume va générer une pollution de fond, à savoir, je ne vais pas vous faire le catalogue parce que c'est quand même un peu rébarbatif. Je vais simplement vous parler de tout ce que vous entendez en ce moment. Les poussières fines, on vous en rabat les oreilles. Les dioxydes de soufre, les monoxydes de carbone, les NOx, tout ça, on vous en cause avec les moteurs diesel et des choses comme ça, c'est pas étranger. Mais c'est surtout les composés organiques volatiles qui vont poser problème, et en particulier, bon, je suis désolée, mais ça s'appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont une vraie cochonnerie, qui sont reconnus comme cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, et qu'on va balancer dans l'atmosphère, dans notre atmosphère, et qu'on va respirer journellement. Ce sont des molécules qui ne se détruisent pas, qui colonisent tous les milieux, air, eau, sol, et qui vont être inhalées ou ingérées, donc inhalées par la respiration, voilà, ingérées par vos produits du potager, par les fruits que vous allez récolter, ingérées aussi par les vaches, moutons couvés que vous allez manger.
et qui vont de jour en jour s'accumuler dans tous les organismes vivants autour de vous et sur vous. Donc ça, c'est une menace importante pour la santé des populations. Que dire? Que ces choses-là, ces hydrocarbures aromatiques polycycliques, on va les appeler HAP, souvenez-vous de ça. Les lourds vont retomber autour de vous, les légers vont voyager, les légers vont prendre les vents dominants, la rose des vents, là vont partir au fil de l'air le long de la vallée de l'Aube, vont aller sur les vignes un petit peu se balader, et vont aller faire comme ça beaucoup de routes. Et en fait, les normes dont on va vous parler, les normes sont faites à un moment T, mais ne tiennent pas compte du phénomène cumulatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les jours, vous allez respirer, manger de ces choses-là, et à la fin du compte, vous allez absorber tout ça. Qui payera l'addition? Ce sera vous, ce sera les populations exposées. Elles vont se balader très loin, on donne des périmètres comme ça, 4, 6, 10 km, mais en réalité, pourquoi est-ce qu'on retrouve du mercure au pôle Nord? C'est pareil, c'est-à-dire que ça va se balader et personne n'est maître de la circulation. Ce qui se passe, et dont on n'a pas beaucoup parlé, enfin on a parlé de la rose des vents et des vents dominants, c'est une chose, mais on est dans une vallée. Donc les vents suivent la vallée, et a priori les vents dominants vont pousser vers Bar-sur-Aube, ce qui n'exclut pas qu'ils iront aussi un peu dans l'autre sens. Ils vont aller dans ce sens-là, ils vont répartir toutes leurs petites molécules toxiques partout. Et voilà, alors est-ce qu'on doit accepter cette implantation comme ça? Non, je ne pense pas. Les populations vont être soumises à un risque important. Bon, ça c'est pour la centrale elle-même. Mais il y a un deuxième paramètre qui intervient, c'est le côté trafic routier, qui lui-même est générateur de pollution. Puisque vous avez gaz à effet de serre, pareil, vous retrouvez un petit peu les mêmes polluants que pour la centrale d'Enrobé, à savoir que ce sont toujours des dérivés des hydrocarbures, donc vous vous retrouvez toujours avec les mêmes produits, dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, hydrocarbures aromatiques, composés organiques volatiles, vous retrouvez les mêmes. On s'habitue à ça parce qu'on vit à l'ère du déplacement et de l'automobile, mais en réalité, ce sont des polluants importants. Donc on va rajouter à la pollution de la plateforme la pollution du trafic routier, qui va partir aussi le long de la vallée de l'Aube, puisque, a priori, la zone de chalandise de la société Poirier se dirige plutôt vers les chantiers le long de la vallée de l'Aube et vers Bar-sur-Aube et au-delà vers Soulaine, parce qu'en fait, on a quand même un petit peu en arrière-pensée que la zone d'attraction de la société Poirier est quand même l'Andra à Soulaine. Donc ça va partir par là, et en même temps vous avez donc toute cette pollution engendrée par le trafic routier aussi qui s'ajoute. Que dire? À propos des normes, il y a quand même une exception qui est très française, c'est que les normes sont contrôlées par les employeurs eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sont les sociétés qui s'autorégulent et qui demandent leur propre... Enfin, pour se mettre en conformité, vont demander leur propre contrôle. Donc, l'autocontrôle, c'est une spécificité française, ça n'a pas cours en Europe, et c'est quand même tout à fait invraisemblable de penser que c'est les sociétés qui vont demander leur contrôle à des laboratoires qu'on dit indépendants. Je ne vais pas émettre d'avis a priori, mais on peut quand même se poser des questions et de se dire à quel moment je vais faire mon contrôle. Je vais le faire quand je suis en pleine production, je vais le faire quand je suis cool, tranquille, que les vents soufflent bien et que ça m'arrange bien de faire ça tel jour et qu'il n'y a pas trop de fraisa, parce que les fraisas aussi, on pourrait en parler, mais, et que ça va rouler gentiment. Vous voyez,
la petite nuance. Voilà. Bon, j'ajoute, j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est qu'on a mis quand même une cheminée, on va mettre une cheminée de 13 mètres. Pourquoi on met une cheminée de 13 mètres? Si c'était si gentil que ça, on laisserait ça à hauteur de maison normale. Là, on met ça à 13 mètres parce qu'on espère que tout va partir là-haut gentiment et puis qu'on n'entendra plus parler. Voilà. Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça. Un des points, parmi d'autres, qu'on a mis en avant aussi, c'est la proximité avec les habitations. Les premières maisons sont à 450 mètres de cet endroit. Et dans d'autres dossiers du même type, dans l'Essonne, le tribunal administratif de Melun a annulé en fait une autorisation en considérant que ce n'était pas raisonnable de mettre un projet de cette nature aussi près d'habitations, alors que justement l'obligation de projet alternatif permettait d'imaginer qu'on pouvait faire la même chose à un endroit où il n'y avait pas d'habitation. Là c'est pareil, c'est un moyen qu'on a soulevé en plus. Alors on a parlé de la vigne. Vous citiez tout à l'heure, alors je ne me souviens plus quel était le tribunal, mais pareil. Chalon. Chalon, c'était le tribunal de Chalon qui pour le Chablis. Non, Chablis, c'était au Cerf. C'était au Cerf. Pour le Chablis, ils ont considéré effectivement que l'impact allait être trop important sur les productions de vin, et donc annulation. Et là, il n'y a pas eu annulation, il n'y a pas eu autorisation. Exact, c'est ça. Eux-mêmes, d'eux-mêmes, en fait, ils ont considéré. Tout à fait, ils ont devancé absolument. C'est ce qu'on pourrait, pardon maître, c'est ce qu'on pourrait effectivement nous reprocher, c'est que nous ne soyons pas approchés des vignerons plus tôt et on l'ait fait postérieurement à la décision du préfet au 11 octobre. Mais il est évident que le temps qu'il nous a fallu comprendre, analyser, saisir l'enjeu, pour ma part, tout simplement découvrir ce qui s'était passé à Chablis. Moi, il m'a fallu 2-3 mois pour prendre en compte, aller les voir, comment se sentir, discuter. Et puis découvrir en fait les raisons qui avaient fait qu'ils s'étaient opposés. Voilà. Ça a fait que le temps est passé. Enfin, vous voyez, l'Essonne d'un côté, Chablis de l'autre. Et là, on a les deux mêmes ingrédients, si vous voulez, qu'à Auxerre et dans l'Essonne, concentrés dans ce site. C'est-à-dire que vraiment, le projet a très peu d'avantages. J'ai je peine à voir en fait quels sont les avantages d'implanter cette centrale-là. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, nous pensons que voilà, le dossier a de bonnes chances de subir la censure du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Voilà. D'autant que, pour ma part, je terminerai avec ça, si vous me permettez. Vous l'avez évoqué. Pas de site alternatif proposé dans le dossier. Vous avez évoqué en second lieu le fait que M. Poirier nous a toujours dit depuis le départ, depuis la première réunion du 11 avril dernier 2019, et dans différentes parutions qu'il a pu faire dans la presse, sa focale est l'Ambra, Unitec à Goinville, potentiellement, sûrement, peut-être Bure, enfin bref, tout ce qui est de la Haute-Marne et référent autour de l'Ambra. Il existe simplement à Épotémon une zone dédiée qui s'appelle les grands usages, dans laquelle est déjà installée une énorme centrale à béton, dans laquelle il y a une tréfilerie qui fabrique et qui met en place l'ensemble des besoins métalliques de clôture de tous les sites. Il y a les transports qui transportent les produits et les matières dangereuses pour l'Ambra, et il y a encore de la place. Pourquoi partir? Oui, bien sûr, pourquoi? Pourquoi être si loin, en fait parce qu'il est chez lui, parce qu'il a son terrain, voilà. Mais 35 km, c'est-à-dire 3/4 d'heure de route, vont l'amener d'office à emmener un bitume qu'il va falloir chauffer plus au départ pour qu'il soit posé chaud. Vous savez qu'un bitume se pose, enfin vous ne savez pas, mais un bitume se pose entre 100 et 110, 120 degrés. Si on le produit sur place, on le fabrique à 130, ce qui fait qu'il émane moins, évidemment, de rejet. Plus absolument. Plus On chauffe, plus il est toxique. Plus on est loin, plus on va être obligé de le chauffer pour qu'à l'arrivée, il soit encore chaud. Voilà, tout simplement. Donc, assurément, il serait plus judicieux qu'il soit à proximité de ces points de chute plutôt que d'en être loin. Et je pense que le nombre de dossiers qu'il a sur la région ici seront suffisamment peu importants
pour qu'ils puissent envisager des retours dans ce sens-là, c'est-à-dire très peu de camionnage pour venir, alors qu'il va falloir pratiquement la totalité de ces camionnages à destination de la ville. Une petite remarque que tout le monde doit connaître, il faut savoir quand même que ce projet ne va pas être créateur d'emplois, puisqu'à la clé, il y aura une création d'emplois. Donc on pourrait dire, si c'était la survie de l'entreprise Poirier qui était en cause, peut-être qu'on verrait les choses différemment. C'est pas le cas. Avez-vous des questions, messieurs les journalistes? Il date de quand le recours? Alors, le recours a été déposé le 28 février. Donc, il est tout frais. Parce que vous aviez 4 mois après le 11 octobre. Oui, 4 mois à compter de la... Je vois que vous avez des réflexes. Donc, vous vous dites 4 mois, 11 octobre, on n'y est pas du tout. C'est ça. 4 mois à compter de la publication. D'accord. Donc, la publication... Par la préfecture, Par la préfecture. qui était le 31 Voilà, 31 octobre. octobre. C'est ça. Ce qui nous laissait le 3 mars, le 2 ou 3 mars, je crois. Puisque- Vous avez pu rencontrer M. Poirier? Moi, non. D'accord. C'est-à-dire que mon mode de communication avec lui, c'est à travers le tribunal, quoi. C'est une procédure écrite, je n'ai pas à le rencontrer, si vous voulez. Et vous? Nous avons envisagé de le faire, et puis les retours que nous avons pu en avoir par les bruits de couloirs de la vallée, les couloirs sont larges, ont fait que ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Je sais que nous l'avons tenté plusieurs fois. Il y a toujours eu refus de rencontre. Je pense que ça aurait pu être très utile. Moi, j'y étais ouvert, sans problème et sans animosité aucune. Il n'y a pas de problème particulier. Peut-être, il serait peut-être bon, Monsieur Antoine, de vous donner la parole, puisque vous êtes présent au titre de l'UNESCO. Est-ce que vous voulez la prendre? Est-ce que vous pensez judicieux qu'on vous la donne? Puisque vous êtes là, l'ensemble des vignerons a une mission particulière. Peut-être nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Parce que je le sais, mais l'ensemble des gens ne le savent pas. Et puis, on vous a sollicité, vous êtes aimablement venu. Il est bien évident que vous êtes sensibilisé par tout ça. Est-ce que vous souhaitez prendre quelques instants pour nous dire un petit peu qui vous êtes, comment les vignerons sentent tout cela, et peut-être d'amener un complément d'information à ce que, un peu unilatéralement, nous offrons. Mais donc, moi, ce qui m'intéresse aussi de venir aujourd'hui, c'est surtout de savoir exactement, avoir des informations de Maître Faro. Je suis les travaux de la mission UNESCO depuis le démarrage. Nous avons la chance d'avoir toute la Côte des Bars, on va dire les 60 communes de la Côte des Bars AOC, qui sont inscrits dans la zone d'engagement du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015. Et donc une zone d'engagement, qui dit zone d'engagement dit zone de protection, c'est sous couvert de l'État. S'il y avait des détériorations, effectivement, l'État donc, est garant de cette inscription et l'inscription pourrait être retirée. Donc effectivement, c'est une inquiétude pour les communes viticoles, mais sans pour autant remettre en cause le projet de M. Poirier, puisque aujourd'hui on n'en sait trop rien. Après, concernant donc le recours au tribunal administratif, le TA va juger sur le fond, pas sur la forme plutôt, mais pas sur le fond. Les deux, le fond et la forme. C'est-à-dire qu'on a soulevé, alors dans le jargon, si vous voulez, ça s'appelle des moyens d'égalité interne et des moyens d'égalité externe. On a soulevé des moyens d'égalité interne et externe dans le recours. Donc ils vont juger sur les deux, sur la forme et sur le fond. Parce que, effectivement, sur la pollution, il semblerait que l'usine de M. Poirier, donc, soit au niveau, on va dire, environnemental propre, plus propre que ce qui existe actuellement. C'est ce qu'il y a dans le dossier. Alors moi, je ne suis pas un scientifique ni un expert. C'est pour ça que ça pose une interrogation. C'est pour ça que je suis venu aussi essayer d'avoir des réponses aujourd'hui. Après, quant au trafic routier, effectivement, l'autoroute, elle passe également à Champignol. Bon, du monoxyde, il y en a pas mal.
ce moment-là, on va arrêter l'autoroute. C'est aussi un. Et voilà, c'est aussi parce qu'il passe plus de presque 2000 véhicules jour sur l'autoroute. Donc. Oui, mais en fait, je me permets de vous arrêter là. On parlait du complément de ces 2000 voitures déjà. Oui, j'entends bien, mais déjà, c'est toujours. Bon, vous avez sûrement parmi vous des personnes qui ont une cour en enrobé. On sait qu'on aime bien avoir une enrobée dans sa cour, mais on aime bien quand ça se fait. C'est pour ça qu'il y a des interrogations par rapport à ça, et les viticulteurs, ils sont plutôt dans l'attente d'avoir des réponses de scientifiques. Oui. Justement, c'est ce qui... Mais à ce niveau-là, on peut compléter votre information par rapport aux conséquences, en particulier des HAP, parce qu'il y a eu un travail très précis, une thèse qui a été faite par Dorine de Salm, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine, qui a fait un travail très précis pour montrer que ces molécules-là, parce que les HAP, c'est 130 molécules répertoriées, dont 16 qui sont sous haute surveillance, pas en France, mais je veux dire au niveau mondial, et par comment ça s'appelle, ça me déconcentre, par l'agence de l'environnement américaine. Ces 16 HAP là sont sous contrôle parce ils sont très toxiques et ils sont répertoriés, comme je vous l'ai dit, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. On les tient vraiment en respect en disant qu'est-ce que ça va nous faire. Le problème, c'est dans ces molécules-là, on n'a pas assez de recul. Et comme à chaque fois qu'on fait une étude sur les retentissements sur la santé humaine, on a besoin de temps. Et ces molécules-là, on les a à l'œil, mais on n'a pas le recul nécessaire pour affirmer que ça va donner ça. Parce qu'on aime bien, nous, être cartésiens, dire ça, voilà, ça donne le cancer et tel machin. Là, on est dans une expectative de résultats et de toxicité. On sait expérimentalement que c'est toxique, mais on ne sait pas encore pour qui, pourquoi et comment. Par rapport à la vigne, pour en revenir à la vigne, donc Dorine de Salm s'est intéressée à ça. On sait que les HAP sont une toxicité directe sur les feuilles et aussi par le système racinaire, par l'intermédiaire des sols, c'est-à-dire par les dépôts qui vont résulter des retombées atmosphériques, qui vont se déposer sur les sols, qui vont pénétrer dans les sols, et par l'eau et par tout ça, et ils sont absorbés au départ par la surface des racines, et aussi pénètrent dans les tiges, dans les racines, et montent dans les tiges. On sait ça, d'un point de vue expérimental. On sait aussi... Avec dommage aux périodes de la montée de la feuille et à la floraison. On sait que ça touche tout le cycle de la plante. Je ne parle des vignes en particulier, mais ça touche toutes les plantes plus ou moins. À savoir que ce processus-là commence et après on ne sait pas bien exactement dire à quel moment ça s'arrête. Mais on sait que les HAP sont absorbés par ça. Et à partir du moment où la vigne est contaminée, suivant son cycle, et pas qu'à la floraison, et pas qu'au moment des boutons et tout le cycle annuel est concerné, et c'est valable pour tous les végétaux. Avec risque de transfert des molécules de bitume au jus. Ça, c'est encore un autre sujet. D'un point de vue végétal et phytosanitaire, alors il y a ça. Il y a aussi le fait que d'un point de vue phytosanitaire, on sait aussi, enfin, on sait pas, on pense et on doute, et on se dit que ça peut aller dans le sens d'une moins grande production. Ces molécules interviendraient sur la quantité produite aussi. Donc, d'un côté, on sait qu'elles pénètrent dans les végétaux, de l'autre côté, on suspecte qu'elles vont atteindre la production, et on est assis entre deux chaises en se demandant, voilà un petit peu l'état des choses pour les végétaux et pour la vigne en particulier. Le Chablis, mais il semblerait que ce ne soit pas le même type d'unité qui soit
installé à Ville-sur-la-Ferté. Et ce qui était prévu à Chablis, c'était qu'on une ait- unité mobile. Qu'on ait toutes les machines évoluent, qu'on ait quelque chose de plus performant, parce que c'est plus récent, je veux bien, mais on traite au départ du bitume et des granulats. Les granulats, a priori, sont Et neutres, voilà. sauf à introduire des fraisas qui, eux, ne seront pas neutres. Je vais expliquer ce que c'est que les fraisas. Les fraisas, c'est tous les rabotages de route qu'on va recycler de manière vertueuse. C'est-à-dire qu'on prend une matière qui a déjà servi pour la recycler, donc on économise les matières premières naturelles. Donc ça, c'est gentil, c'est vertueux, c'est très bien. Sauf que ces matières-là, elles ont un vécu. Il y a du goudron, il y a des tas de choses, il y a peut-être de l'amiante, il y a peut-être des métaux lourds. Et d'ailleurs, dans le dossier d'impact, on n'a rien sur les fraisas, ce qui est tout à fait dommageable parce que normalement, les fraisas doivent être analysés, on doit avoir des comptes rendus qui nous disent voilà, les fraisas, ils viennent de tel endroit, ils contiennent ça, 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 ça. Sauf que là, on n'a rien. Et on prétend remettre des fraisas à la place des granulats pour faire des enrobés, Mieux que ça. sauf qu'on n'a pas de renseignements là-dessus. Mieux que cela, mieux que cela, mieux que cela. Au 1er janvier, la loi jusqu'au 31 décembre autorisait les centrales d'enrobés à chaud de passer 20% de fraisas dans leur bitume. À compter autorisé, c'est-à-dire que c'était une loi qui restreignait à 20%. À compter du 1er janvier 2020, on est passé à... on offre jusqu'à 70% pour les mêmes raisons vertueuses, Alors, pour baisser les stocks de stocks qu'on a et dont on ne sait que faire, on les passe là-dedans. Et on est en train d'y envisager aussi les scories sortant des centrales d'incinérateurs, type la Chapelle Saint-Luc. Passer les scories là-dedans, passer éventuellement, pourquoi pas, du plastique, de bouteilles dont on ne sait plus quoi faire, etc. Peu importe, C'est ce que je veux dire, excuse-moi, je t'ai coupé, mais ce que je veux dire, c'est que la toxicité des rejets jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, monsieur Antoine, on n'est pas expert, hein, je vous donne que ce que j'ai lu et ce que je vous redonne comme étant l'exactitude de ce que j'ai lu, qui est donné par d'autres scientifiquement. Voilà. Et en fait, c'est là-dessus qu'on est venu vous sensibiliser, en vous disant, attention, il y a des tas de choses peut-être que vous ne connaissez pas, au regard de ce qui s'était passé à Chablis, peut-être qu'il serait bon de voir, d'envisager. Alors, bon, excuse-moi, je t'ai squeezé, le type de centrale qui était prévu à Saint-Cyr-les-Colomb n'était pas une marée linéaire, bon, mais c'était le même principe et qui fait la combustion de même principe avec les mêmes produits, etc. Il faut savoir que le système, il est peut-être améliorable ou amélioré, mais que ça revient à chauffer du bitume pour le mélanger à des granulats, plus ou moins inertes. Les granulats, tels qu'ils sortent des carrières, sont inertes. Les fraisas, ce n'est pas forcément le cas, puisque je viens de le dire. Donc, plus on chauffe le bitume, et plus on fait sortir des cochonneries. Voilà ce qu'il faut retenir. À la limite, votre chaudière, je sais pas, de chauffage central, elle va vous chauffer elle va sortir plus ou moins de cochonneries suivant qu'elle est récente ou pas récente. Plus vous prenez un modèle récent, moins il va sortir de cochonneries. Plus votre voiture elle a un pot catalytique et moins il va sortir de cochonneries. Mais il en sortira, c'est clair. Le bien fondé n'est pas de savoir si on doit mettre des enrobés sur les routes ou pas. Mais il faut savoir où est-ce qu'on met la centrale enrobée. Quand on la met près des populations, c'est un problème. Et a priori pas des vidéos. Et par rapport au vide, il y a effectivement un problème qui se pose de savoir qu'est-ce qu'on véhicule comme image et comme bon, je veux dire. Risque de réputation. On ne peut pas à la fois se revendiquer d'une image propre et vendable et vouloir exporter du champagne et puis dire ah bah oui mais il y a un problème là parce que c'est pas tout à fait propre quoi. Il faut savoir aussi à un moment donné se positionner et savoir ce qu'on veut faire.
les visiteurs vont venir. Bon, l'UNESCO, c'est une reconnaissance universelle, C'est ça. donc la C'est ça. VUE. Et donc, c'est très important pour les touristes, et notamment étrangers. Tout à Ils fait. vont sortir à ville. Effectivement, c'est peut-être la première image qu'ils vont avoir de 30%. porte d'entrée de la Côte des Barres, donc c'est pas forcément exceptionnel. Donc là, effectivement, ça peut poser une interrogation. Après, concernant la qualité de l'air qui va sortir de la centrale, il y a l'Adrial qui est passé par là. Ils n'ont pas trouvé grand-chose à dire. Alors Je pourquoi? vous ai expliqué. Le problème des normes, on en a besoin quand on met des produits toxiques dans l'air ambiant. Sinon, on n'aurait pas besoin de normes. Ça baignerait de soi-même. Là, on est en train d'introduire des toxiques industriels dans un environnement où il n'y en avait pas. Enfin, il y avait l'autoroute, d'accord? On n'est peut-être pas obligé de respirer en plus de l'autoroute autre chose. Donc, il faut se poser le problème de savoir si ce site-là est bien choisi. Voilà, moi je vous pose la question. Pour moi, la réponse c'est non. Mais pour les raisons que je vous expliquais. Maître, vous souhaitez... Non, mais juste en fait que l'Adréal soit pour. Moi, j'ai jamais vu dans aucun dossier, hein, ça fait 25 ans que je fais les droits de l'environnement, jamais vu l'Adréal dire qu'un projet n'est pas bon. Ça se saurait, hein, je veux dire. Alors l'Adréal a une double casquette, elle est à la fois inspecteur et en même temps elle est conseillère aussi, puisque avant elle dépendait du ministère de l'Intérieur, maintenant elle dépend du ministère de l'Environnement. Ce sont des ingénieurs des ponts, des mines, donc eux, quand on leur propose des projets pour faire du bitume, a priori ils sont pour. Ce qu'il faut voir, et ce que vous disiez était juste, c'est-à-dire qu'on peut améliorer les process, et probablement que Jean Poirier a amélioré son process. Mais on est dans une économie qui est tellement complexe aujourd'hui qu'il faut aussi éliminer un stock de déchets qui est de plus en plus important. Donc vous améliorez d'un côté le process, mais de l'autre, on vous demande de mettre dans votre mélange, ce que vous expliquiez, des fraisas, du mâche-fer, etc. C'est-à-dire qu'on va se servir de ça pour recycler des produits qui sont des déchets déjà eux-mêmes, quoi. Donc ce qu'on gagne d'un côté, on perd de l'autre, quoi. Et au final, on va produire quelque chose de très toxique. Et c'est là où je trouve que l'étude d'impact, elle n'est pas sérieuse, parce que c'est ce qu'on attend d'une étude d'impact, c'est d'intégrer tout ça et de nous dire, voilà ce que vous disiez. C'est-à-dire que, pourquoi pas, si la législation permet de mettre du FRESA, on met du FRESA. Mais si on met du FRESA, on est en droit de savoir quel est l'impact du fait qu'on rajoute du FRESA. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le bitume. FRESA au Voilà, départ, qu'est-ce qu'il y a à dans la le base? FRESA. Et alors là, c'est là où l'étude d'impact, elle est très décevante. On minimise tout. Je suis d'accord avec vous. Vous dites, bon, les camions, il y a l'autoroute, etc. En termes d'émissions de gaz à effet de serre ou tout ça, c'est marginal. Ça ne va pas changer la face du monde. Peut-être. Mais en tout cas, de nous dire, pour rassurer, finalement, c'est 12 camions par jour, alors qu'un calcul très simple nous permet de montrer que ça sera minimum 60, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas le but de l'étude d'impact, quoi. L'étude d'impact, c'est pas de la poudre de perlimpinpin pour dire, écoutez, dormez tranquille, tout va bien, quoi. L'étude d'impact, c'est nous dire, voilà la réalité. Après, on prend ou on prend pas. Le préfet, l'Adréal, prend sa décision, mais sur la base d'informations concrètes. Si on lui donne pas les bonnes informations, on peut pas prendre une bonne décision. Et là, c'est ce qui se passe. Si on ne vous dit pas tout, on ne peut pas prendre la bonne décision. Enfin, parfait, je sais pas. C'est pas c'est parfait, rien n'est parfait, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et ce que vous disiez aussi en termes d'image, pour le Champagne, c'est très important. Moi, j'ai du mal à comprendre en fait qu'on aille implanter des sites comme ça dans des endroits qui ont une particularité, si vous voulez, et qui sont quand même l'emblème de ce que la France produit de meilleur et qui s'exporte, quoi. On avait eu le même problème, alors ça n'avait rien à voir avec le Champagne, c'était des élevages de pur sang dans l'Orne. Il y a un site de stockage de résidus de voyage automobile aussi. Les gars sont arrivés avec le même genre d'études qu'ici, quoi. Ils sont arrivés, ils ont dit on a besoin d'un terrain c'était à peu près la même taille, enfin bon, de quelques dizaines d'hectares et tout en plein champ. Les mecs, ils savent même pas où ils vont, ce qui n'est pas le cas de Jean Poirier, hein, je dis pas ça pour Jean Poirier, mais ils savent pas où ils vont. Et ils réalisent pas que tout autour, il y a les plus beaux haras de France, en fait. Pareil, ils avaient fait une procédure pour classer les haras du Pin au patrimoine mondial de l'UNESCO, etc. Ils savent pas où ils s'implantent, quoi. Et d'un seul coup, ils mettent une méga décharge là, avec un impact psychologique, d'image énorme, quoi. Pour le monde du cheval, les gens viennent acheter des pur sang du monde entier, quoi. C'est-à-dire ce truc-là, d'ailleurs on l'avait nommé le Saint-Émilion du cheval, et c'était pas pour rien. Alors le projet finalement a été annulé, on a dû faire une quantité de recours, mais enfin bon, tout ça c'est pas productif, c'est une perte de temps pour tout le monde, quoi.
Alors qu'il suffisait de mettre peut-être ce site de stockage à 30 ou à 40 km plus loin, loin des habitations, loin des haras, etc. Et puis ça réglait le problème et tout le monde était content. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de contre-productivité négative quand on fait des choses comme ça. Et là, l'étude d'impact, c'est exactement ce qu'elle montre, quoi. C'est contre-productif, quoi. D'autres questions? Remarques? Non? Ah. J'ai vu l'analyse météo donc de Météo France et ils insistaient lourdement sur le fait que au cœur, c'est une vallée, certes, il y a des vents, oui, mais il y a de longues périodes de brouillard, donc de stagnation. Tu as raison. Donc je pense qu'il est aussi important Je n'ai pas parlé de ça. voilà, et il faut quand même savoir que qui dit brouillard dit J'ai pas poussière parlé de ça. et ça va tomber vraiment. J'ai pas parlé de ça et à propos des normes, c'est important. Dans la mesure où on dit normes, on pense dilution des molécules dans Oui, l'atmosphère. En réalité, ce qui compte, c'est la colonne d'air et la sédimentation des choses présentes, des poussières, enfin, ou des rejets, dans cette colonne d'air. Parce qu'en réalité, soit la colonne d'air circule et ça s'en va, soit la colonne d'air stagne et ça se dépose. Et c'est le cas, effectivement, qui Dans a la vallée. été démontré par l'analyse météo qu'on a demandé en De Météo France, hein, c'est pas... de voilà. Météo France, oui. L'analyse de Météo France qui n'était pas présente dans l'étude d'impact, puisqu'il se référait à l'étude Barberet. du schéma de Barberet, alors que ça ne correspond pas du tout à nos conditions météo. Et il est bien démontré qu'il y a des moments de bas, peu de vent, avec stagnation de la colonne d'air et inversion avec un phénomène d'inversion de température qui conduit à ce que les choses stagnent. Donc les molécules présentes dans cette colonne d'air vont se déposer au sol avec un effet de couvercle dû au brouillard et éventuellement aux pluies et vont retomber au sol. Et à ce moment-là, on réarrive sur les dépôts qui sont locaux, et enfin, dans un environnement relativement proche de la centrale. On ne parle plus de la dissémination le long de la vallée de l'Aube, on parle de l'endroit où on vit et des populations qui sont sous cette atmosphère-là, polluée. Sauf qu'il y a la rivière, il y a l'Aube, hein, qui elle, en plus, l'Aube, va voilà, transporter. bien sûr. L'eau, bien sûr, va être contaminée, sachant, pour ce qui est des HAP, que c'est hydrophobe, donc à la limite, ça ne se dilue pas. Ça va rester intact et ça va se balader, et ça ira plus loin. Et alors, ces molécules ne se détruisent pas, elles vont être ingérées par les mollusques, je ne sais pas quoi, les moules, les poissons, les végétaux, les trucs, et vont se retrouver aussi dans les poissons qu'on va pêcher dans la rivière. Bien sûr. Et qu'on va manger après. J'ai pensé à quelque chose que j'allais offrir à nos visiteurs journalistes pour qu'ils ne puissent pas juger qu'on est redondant et qu'on ne fait que, à chaque fois, redonner les mêmes choses. Moi, je reviens Offrir toujours quelque chose sur d'un peu la différent. HAP, c'est pas fun. Bah oui. Offrir quelque chose d'un peu différent qui s'est fait jour. Et puis je pense que c'est aussi une belle réponse à vous, monsieur Antoine. Tout dernièrement, au mois de novembre, s'est présenté une opportunité que je dirais vertueuse et même très vertueuse à la vallée. Un groupement d'agriculteurs et de paysans est venu se présenter en offrant à la mairie de Ville-sous-la-Ferté, à monsieur le maire de Ville-sous-la-Ferté, Gérard Picot, l'opportunité de pouvoir ouvrir une petite coopérative bio Granoble, qui propose de monter un moulin à farine avec les graines qu'ils produisent eux-mêmes pour faire des farines, une huilerie avec des graines de colza, etc., une malterie avec du malt qu'ils se proposent à cultiver, et une boulangerie, pourquoi pas pour faire du pain bio, puisqu'on fabrique la farine, on est capable de faire du pain, offrant une petite surface de, je suppose, c'était 1000 mètres, 1500 mètres, et 10 emplois. Et j'ai été surpris que, face à cette opportunité de 10 emplois, M. Poirier, qui nous avait pourtant donné à son dossier un emploi, nous ait bien évidemment prouvé par A plus B que ça en serait 10, que nous nous trouvions À l'inverse. d'un seul coup avec 10 d'un côté et 10 de l'autre.
10, est-ce que l'on peut les juger utiles à la vallée? Et de l'autre côté, est-ce qu'on peut aussi les juger utiles à la vallée? En tout cas, cette entreprise s'est adressée à Monsieur le maire et lui a dit, écoutez, qu'est-ce qu'il en est de la centrale? La centrale étant assurée d'après la réponse et non polluante. Ces gens se sont dit, on ne monte pas et on ne sera pas. Et ils se sont retirés. Ça, c'est navrant. Parce qu'on a d'un côté 10 emplois, de l'autre côté 10. On a d'un côté 10 emplois. Non, pas 10, mais peut-être 10. Oui, non, on nous annonce 10 emplois. Voilà. Ouais. Je ne veux pas dire fou. Voilà, on sait que ce serait un au dossier, on ne sait pas ce que ce serait à terme. Ayons un peu de distance et d'ouverture d'esprit. Mais non, mais même si on reste à cela et que ce soit pas juste, on a 10 d'un côté, on a 10 de l'autre. On a 10 vertueux et 10 qui, désolé, mais qui ne sont pas à la charge d'une entreprise vertueuse. Quoi qu'on puisse penser, quoi qu'on puisse croire. Ça me navre, ça vraiment me navre. Et puis ça n'est pas, j'en reviens très rapidement et je resterai là, sur les opportunités de carreau. Là, on n'est pas à 10 emplois, on est peut-être à 100, peut-être à 200. Parce que ce qui se présente et ce qui se présage à carreau, et on a été assez approché et on en a suffisamment parlé pour savoir que c'est énorme. Ces 30 hectares qui vont être totalement utilisés, avec dans tous les sens, du vigneron qui vient, du commerce, du tourisme, de l'hôtellerie, etc. Pas tout de suite, mais dans un avenir, même s'il est un peu loin, assuré, avec quelque chose des projets solides et respectant cette vallée. Moi, ce qui m'importe, c'est ça, c'est qu'on respecte le lieu où tout le monde vit, tous ceux qui sont ici et tous ceux qui ne sont pas très très loin, qu'on respecte cette vallée. Voilà.